On ne pouvait pas ne pas faire une petite vidéo dessus cette semaine. Donc, le président bolivarien puis socialiste Hugo Chavez, au pouvoir depuis 1998 au Venezuela, a été réélu lors de sa troisième élection présidentielle. Cela fait depuis 2006, donc depuis la deuxième élection présidentielle vénézuélienne, qu'il se réclame ouvertement du socialisme. L'élection a été régulière. Et on peut avoir une petite pensée pour un soi-disant journaliste nommé Jean Robin, qui a été le seul à affirmer que les élections vénézuéliennes étaient truquées, en se basant pour toute preuve sur une pauvre petite déclaration de monsieur Michel Onfray qui n'a pourtant pas d'habitude l'estime de Jean Robin, Michel Onfray qui déclarait que il avait un doute sur la sincérité du vote avec des machines électroniques, des machines à voter qui sont utilisées au Venezuela. Mais en réalité, elles sont utilisées uniquement pour avoir un résultat plus rapide. Il y a un système parallèle de contrôle en vote papier qui fait que ni les chavistes, ni les opposants, ni les observateurs internationaux venus par milliers au Venezuela n'ont pu dire que l'élection n'était pas régulière. Régulière, ça ne veut pas dire forcément équitable. Ça, nous pouvons en parler avec le fait que, bien entendu, il y a au Venezuela, pour toutes les chaînes qui sont majoritairement des chaînes privées, des obligations de diffuser des messages gouvernementaux. Il y a eu aussi au Venezuela, au cours de cette campagne présidentielle, des actes de violence qui ont été perpétrés, souvent en défaveur de l'opposition. Il y a même eu 3 membres de l'opposition qui ont été assassinés, sans qu'on puisse directement attribuer cet attentat à des chavistes. L'élection est donc régulière, mais elle s'est déroulée dans un climat de tension politique assez importante, dans un pays où il règne une forte insécurité. Hugo Chavez, depuis qu'il est au pouvoir, donc en 98, et surtout depuis le milieu des années 2000, a prétendu mettre en place un programme socialiste, a prétendu mettre en place des nationalisations, ce qu'il avait fait notamment pour l'entreprise nationale de pétrole PDVSA, donc la Société vénézuélienne des pétroles. On peut se poser cependant une question, est-ce que ce socialisme revendiqué par Hugo Chavez est une réalité? Il y a différents documents qui ont été cités par un monsieur qui s'appelle Marc Saint-Upéry, qui est un membre, ou plutôt un électeur, du Front de Gauche, donc plutôt proche de Jean-Luc Mélenchon lui-même, très grand fan de Hugo Chavez comme on le sait. Mais Marc Saint-Upéry, lui, n'a pas du tout la même opinion de Chavez, pour lui ce n'est pas un modèle pour la gauche, et il avait cité un dossier qui est paru notamment dans le journal MAU2S, le MOS donc, la revue du MOS, à savoir le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, une revue donc plutôt à gauche, mais qui a diffusé donc le dossier de Marc Saint-Upéry qui est très critique à l'encontre de Hugo Chavez. Et dans ce dossier, il y a notamment les entretiens avec, par exemple, Victor Alvarez, donc c'est un des anciens ministres du gouvernement vénézuélien, spécialisé en économie, et qui donne un avis qui peut surprendre, par exemple, lorsqu'il dit que depuis 14 ans de pouvoir de Chavez au Venezuela, la part du secteur privé dans l'économie et la part du PIB réalisé par le secteur privé a augmenté au lieu de diminuer. Actuellement, on est à environ 70% de PIB produit par le secteur privé au Venezuela. C'était 65% il y a 14 ans. Donc il y a eu une baisse du secteur public. Alors est-ce que cette baisse vient d'une baisse de la productivité des entreprises publiques, qui serait très forte, malgré le fait que l'on ait nationalisé encore plus d'entreprises, ou est-ce que ça vient du fait qu'en fin de compte, les nationalisations revendiquées par Chavez sont en fait assez peu nombreuses, juste assez pour effrayer les partisans du capitalisme et les médias internationaux, mais pas assez pour faire vraiment du Venezuela un pays socialiste. Il y a eu cependant en revanche une véritable progression des emplois publics au Venezuela, qui arrive désormais jusqu'à 2 millions de personnes. Sur un pays d'environ 26 millions d'habitants, toute proportion gardée, il n'y a pas plus de fonctionnaires et d'agents de l'État au Venezuela qu'en France. En France, il y en a 5 à 6 millions pour un pays de 65 millions d'habitants. Hugo Chavez a lancé une politique de réduction de la pauvreté en s'appuyant sur les revenus du pétrole, qui a été apparemment heureuse. Il y a eu des missions de santé, d'éducation, des universités sociales, des magasins à bas prix qui ont été créés au Venezuela. Donc les résultats sont incontestables, il y a eu une baisse de la pauvreté, cependant toujours en se basant sur le dossier de Marc Saint-Upéry, cette réduction de la pauvreté serait en fait stoppée depuis plusieurs années, 5 ans selon lui. Il y a eu aussi des coopératives agricoles qui ont été créées, mais cependant la productivité de ces coopératives est très incertaine. Dans certains cas, il s'agirait même purement et simplement de boîtes qui ne produisent rien et qui ne font que vivre des subventions. Toute cette action sociale est financée donc, comme je l'ai déjà dit, par PDVSA, à savoir l'entreprise vénézuélienne des pétroles, PDVSA, qui est totalement sous le contrôle de l'État vénézuélien depuis la grande grève de 2002-2003, où plusieurs milliers de cadres et d'ingénieurs qui s'étaient opposés au gouvernement ont finalement été licenciés. N'oublions pas qu'en avril 2002, il y avait même carrément eu un coup d'État qui avait éloigné Hugo Chavez du pouvoir pendant 48 heures avant qu'une partie de la rue de Caracas et une partie de l'armée le ramènent en exercice. Le gros problème cependant avec PDVSA, c'est que pendant que l'entreprise du pétrole finance du social, il n'y a plus d'investissement dans la production. Autrement dit, la capacité productive de l'entreprise d'État pétrolière baisse, et donc le Venezuela comble, pour un pays soi-disant socialiste et souverain, le Venezuela a confié une plus grande part de sa production pétrolière à des entreprises étrangères. Et c'est pas ce qui risque de diminuer, sachant que le Venezuela s'est découvert d'importantes réserves de gisements pétroliers dans la région de l'Orénoque. L'Orénoque, c'est le grand fleuve qui traverse le Venezuela depuis le nord-est jusqu'au sud-ouest. Bien sûr, l'exploitation de ces gisements a été confiée sous contrat à des entreprises extérieures. Parallèlement à cela,
le pays connaît une politique assez erratique sur le plan économique et monétaire. L'inflation est très forte, à plus de 27%. On a même vu des pénuries dans la distribution alimentaire, du fait du blocage des prix que le gouvernement a tenté d'imposer. Mais il a réussi, ce gouvernement, à compenser ces pénuries par les importations venant de pays amis, comme l'Argentine ou même la Biélorussie. Mais le point le plus noir du bilan de Hugo Chavez, c'est la très forte hausse de la criminalité. On a vu tripler le taux d'homicide dans ce pays. Aujourd'hui, il y a près de 60 homicides, entre 50 selon les chiffres officiels et 60 selon les chiffres officieux, 60 homicides pour 100 000 habitants au Venezuela. Par comparaison, la France, elle, est à moins de 10. Quelques autres pays latino-américains, ceci dit, sont concernés. Il y a également le cas du Guatemala, du Salvador, ou il y a 10 ou 20 ans la Colombie ou du Brésil, des pays qui connaissent toujours aujourd'hui de forts taux de criminalité, de forts taux d'homicide, mais nettement moins élevés que le Venezuela aujourd'hui. Comment expliquer cela? Eh bien tout simplement parce que, en réalité, la police vénézuélienne aurait diminué considérablement son activité en matière d'arrestation et de nombreux meurtres seraient sans suite. C'est par exemple le cas de plusieurs assassinats de syndicalistes, plusieurs même centaines d'assassinats de syndicalistes, si on en croit Marino Alvarado, un défenseur des droits humains au Venezuela qui a été interrogé dans le cadre du dossier de Marc Saint-Upéry. Plusieurs centaines de syndicalistes auraient été tués depuis plusieurs années, depuis 2005, d'après la date qu'il donne. Il n'y a rien qui permet de dire que ces syndicalistes auraient été tués directement par l'État vénézuélien, contrairement à ce qu'on entend souvent donc dans les milieux d'extrême gauche en Europe. Cependant, le fait est que le gouvernement ne fait rien pour réprimer ces meurtres. On a donc un régime assez socialiste en apparence, mais d'un socialisme très particulier, qui interdit de fait l'action syndicale lorsqu'elle le dérange, qui a laissé le secteur privé se développer au détriment même du secteur public, et qui va même jusqu'à confier l'exploitation de ressources vitales pour le pays à des multinationales étrangères. Et notons au passage que le Venezuela a toujours des relations d'échange en matière de pétrole avec les États-Unis d'Amérique qui se portent mieux que jamais. Passons maintenant à la politique extérieure de Hugo Chavez. On connaît donc ses alliances avec l'Iran, la Russie, la Biélorussie. On peut comprendre que le pays ait envie de se désenclaver, de trouver des points d'appui extérieurs par rapport à une pression des États-Unis d'Amérique, et de là à aller s'allier, ou du moins à aller dire du bien de petits pays dictatoriaux qui ne peuvent pas grand-chose pour le Venezuela et qui en revanche ternissent considérablement l'image de la diplomatie internationale du président, je pense notamment à la Biélorussie, ou encore à la Syrie de Bachar el-Assad. Là franchement, il y a de quoi rester froid. Même si à côté de cela, le président Chavez a monté l'ALBA, donc une alliance pour le développement dite bolivarienne, basée sur des principes qui seraient moins libéraux que d'autres organisations de libre-échange en Amérique latine, et en Amérique en général, par exemple l'ALCA, avec des pays comme l'Équateur, le Nicaragua, plusieurs pays des Antilles, la Bolivie, qui ont rejoint cette coopération bolivarienne. Je veux dire que globalement, la plupart des alliés proches de Hugo Chavez restent des pays où les dirigeants sont élus. Il y a aussi une question de la liberté d'expression, qui revient très souvent chez les critiques de Hugo Chavez, et qui les intéresse en revanche nettement plus que les assassinats syndicalistes. On a beaucoup parlé du retrait de la licence hertzienne de la chaîne RTCV, parfois du harcèlement judiciaire de journalistes, parfois même de leur arrestation ou de leur emprisonnement pour avoir eu des propos qui auraient menacé, soi-disant, le gouvernement vénézuélien. Mais cependant, d'autres études, comme par exemple une étude publiée en 2010 et retranscrite dans Le Monde diplomatique ou sur le site Acrimed, montrent que les médias privés au Venezuela sont toujours restés majoritaires. On ne peut pas dire que, au Venezuela, les médias seraient complètement entre les mains de l'État. Que l'État leur impose des charges, comme par exemple la nécessité de publier les messages du gouvernement, ça peut se comprendre. Après tout, quel gouvernement, aujourd'hui, en France, n'utilise pas les antennes de TF1 ou de France 2 pour s'adresser à des Français par million aux heures de plus grande écoute. Pour conclure, on peut dire que le bilan de Hugo Chavez est encore difficile à estimer. On ne sait même pas si c'est vraiment un gouvernement socialiste. Par contre, comme en décembre 2006, les Vénézuéliens ont probablement voté en toute conscience pour un président qui se proclame socialiste. Autrement dit, ils acceptent l'idéologie, ils acceptent le projet. Et notamment, on a pu le voir au cours de cette campagne, puisque les adversaires du candidat Enrique Capriles Radonsky avaient accusé celui-ci de cacher un programme secret, un programme qui viserait, contrairement aux déclarations social-démocrates du candidat, parce qu'au Venezuela, si on n'est pas du tout de gauche, on n'a aucune chance d'arriver au pouvoir, et bien derrière ce programme affiché, selon les chavistes, Capriles aurait eu un programme beaucoup plus libéral, beaucoup plus droitier, fait de privatisation. Et ça a probablement joué contre le jeune candidat, et profité à Hugo Chavez. Il semble donc que les Vénézuéliens aient un parti pris contre les privatisations, assez net. À défaut d'avoir donc une réalisation concrète du socialisme, on a eu avec cette élection une victoire symbolique, idéologique pour le socialisme, qui reste profitable pour les militants du reste du monde. Mais pour le Venezuela, qu'en est-il vraiment? On pourrait en discuter longtemps, mais il y a des urgences, et notamment pour le gouvernement vénézuélien qui vient d'être reconduit, l'urgence de s'attaquer à la criminalité sanglante qui a déjà fauché plus de 100 000 vies depuis une quinzaine d'années au Venezuela.